Et on parle du marché, évidemment, comme chaque jour dans Smart Bourse. Premier invité de cette édition de la mi-journée, c'est Nourane Charer, qui est à mes côtés en plateau, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour et bienvenue, Nourane. Bonjour Grégoire. Votre sentiment de marché en ce début d'année? On a eu une fin d'année 2020 assez spectaculaire, notamment pour les marchés européens. Voilà, une fin d'année au finish pour les actions européennes à partir du moment où les vaccins ont été annoncés. Quel est l'état des lieux que vous dressez après un premier mois boursier? L'année avait très bien démarré. On sent quand même que le marché cale un petit peu depuis quelques semaines. Ça se voit peut-être d'ailleurs un peu plus en Europe qu'ailleurs, Nourane. Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui que les marchés financiers sont un peu décorrélés de la réalité économique ou en tout cas de la réalité sanitaire où on continue d'évoluer dans un climat assez anxiogène. Mais finalement, quand on prend un peu de recul et quand on regarde ça au niveau global, je mets de côté les épiphénomènes dont vous parliez tout à l'heure, on est, semble-t-il, sur un marché qui est assez cohérent, assez rationnel et qui reflète une certaine réalité économique. Quand on regarde ce qui se passe du côté des entreprises, si on a vu par exemple en 2020 les actions américaines et les actions asiatiques surperformer le marché européen, c'est parce qu'en fait on avait une certaine résilience dans la baisse de la croissance bénéficiaire des actions américaines et des actions asiatiques. On a eu une baisse à peu près de 15% des BPA aux États-Unis et en Asie, alors qu'en Europe, on était à moins 25%. Si on vient regarder de manière un peu plus détaillée le résultat des entreprises, que ce soit au deuxième, troisième ou plus récemment au quatrième trimestre, on s'aperçoit qu'il y a eu des surprises nettement positives sur deux indicateurs, la marge et le free cash, donc, et la trésorerie des entreprises. Et ça soulève, en fait, ça souligne, je dirais, deux choses. C'est que les entreprises se sont restructurées de manière très rapide et très forte, donc elles se sont adaptées à cet environnement économique. Et le deuxième élément, c'est que l'aide des États et l'aide gouvernementale a été un très fort soutien sur toutes les sociétés, quel que soit le secteur d'activité. Ça, c'est du côté des entreprises. Du côté des indicateurs économiques, bien évidemment, on va avoir quelques indicateurs qui fléchissent un peu là en ce début d'année, mais globalement, on est sur des indicateurs, sur une production industrielle qui a atteint, voire dépassé les niveaux de 2019, et une demande des ménages qu'on suit à travers les ventes au détail, qui, pareil, ont dépassé les niveaux de 2019. Donc, on n'est pas sur des marchés irrationnels, on est sur une crise qui est tout à fait singulière, avec une réalité économique et une réalité opérationnelle qui est très bonne pour les entreprises et pour l'environnement économique. Vous dites le marché, donc, effectivement, finalement très rationnel. La rationalité pour vous, c'est quoi? C'est plutôt LVMH, alors avec d'excellents chiffres sur la fin d'année qui voit son titre gagner encore un peu de terrain aujourd'hui, au plus haut historique, avec des niveaux de valorisation importants, ou est-ce que c'est, je sais pas, le secteur des foncières par exemple, aujourd'hui, Clépierre, Unibail, qui s'envole de 10, 15, 20% sur des phénomènes peut-être techniques de marché également. C'est quoi votre rationnel à vous dans ces marchés? On a eu aussi les résultats de Microsoft d'ailleurs, ou de Microsoft hier soir, effectivement spectaculaire. Et ben justement, si on prend justement les résultats de LVMH et les résultats de Microsoft, on a deux secteurs. Le secteur du luxe qui a plutôt bien traversé la crise et le secteur de la technologie qui a profité de cette crise-là. On parlait de rationalité des marchés. Regardez les résultats de Microsoft. Si on les compare aux résultats plus récents d'IBM, IBM a du mal en fait à monétiser ses actifs et donc n'a pas réussi encore une fois au bout de 8 ans à afficher une croissance positive, perd sur les marchés financiers 6% en 2020. Microsoft affiche une performance de 17%, arrive à afficher des croissances avec 160 milliards de chiffre d'affaires et donc réalise une performance de 45% en 2020. Donc on est bien sur des marchés, je dirais, qui sont rationnels et justement on le retrouve bien au niveau des secteurs. Donc il ne suffit pas d'être sur des secteurs porteurs, il faut effectivement être très vigilant sur les valeurs sélectionnées. L'autre élément, c'est qu'effectivement, quand on regarde les résultats de LVMH, ils sont impressionnant. On en parlait tout à l'heure, on est à plus 18 de chiffre d'affaires sur la mode et maroquinerie au quatrième trimestre, après plus 12% au troisième trimestre. Il ne faut pas oublier que cette croissance est essentiellement due en fait à l'énorme croissance et à l'accélération de croissance sur l'Asie, puisqu'on est à plus 50% sur la demande asiatique sur le deuxième semestre pour LVMH. Donc ça souligne quand même une chose, le modèle économique chinois est en train de vraiment se transformer et être, je dirais, validé dans cet environnement un peu compliqué sur l'environnement économique global. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on fait ces choix et on choisit bien ces valeurs, la question de la valorisation
n'est pas un problème, n'est pas un sujet? Ou est-ce que quand même, dans cet environnement, ça peut devenir un frein peut-être à la performance boursière de certaines entreprises? Alors c'est vrai qu'on parle souvent de l'écart de valorisation qu'on peut avoir entre les valeurs growth, donc les valeurs de croissance, et les valeurs value. Je vais faire un petit aparté sur le segment value. Le segment value, en fait, a opéré un rattrapage très fort depuis l'année dernière, depuis l'annonce des vaccins. Mais je dirais que ce rattrapage est plutôt lié, en fait, à un ajustement suite à un excès de valorisation qu'on a connu en mars de l'année dernière. Le segment value se payait 8 fois les bénéfices au plus fort de la crise en mars. L'historique sur ce segment-là, c'est 11 fois. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on est à 13 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette prime sur les secteurs value par rapport à l'historique intègre une normalisation de l'activité. Maintenant, on va aller regarder les différents secteurs. Alors, ces secteurs-là, c'est les secteurs qui ont été le plus affectés par la crise. Ce sont les bancaires, l'hôtellerie, la restauration, etc. Regardons ce qui se passe du côté des bancaires. Il y a eu une étude de Standard & Poor's sur le sujet qui disait les banques françaises sont solides, elles sont capables d'absorber le choc conjoncturel lié à la pandémie. Oui, mais elles ne vont pas retrouver en 2021 les niveaux de rentabilité de 2019. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller chercher sur ce type de secteur-là des valorisations? Alors on se payait en 2019 0,6, 0,7 fois les fonds propres. Aujourd'hui, on est à 0,5 fois. Est-ce qu'on veut aller payer une valorisation excédentaire par rapport à une rentabilité qui est effectivement toujours en deçà? Et c'est la même chose pour l'ensemble des secteurs, que ce soit le secteur aérien ou le secteur de l'hôtellerie. Aujourd'hui, on va pas sur ces segments-là de marché, on ne va pas retrouver de normalisation de l'activité en 2021. On le sait, ça prendra beaucoup plus de temps. Ouais. Et donc ce secteur, ce segment de la cote, dit value, a déjà effectué son rattrapage pour vous, Nourane? En partie, tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut plutôt regarder le fondamental, regarder si effectivement les valorisations sont justifiées par des niveaux de croissance résilientes, des niveaux de chiffre d'affaires importants, etc. Et on voit bien que sur les sociétés de croissance, donc les valeurs de croissance, soit elles ont déjà rattraper les niveaux de croissance et de marge de 2019, soit elles sont bien au-delà. Et c'est vrai que de ce fait-là, une prime est largement méritée dans ce contexte d'environnement de taux bas sur ce type de valeur. On a parlé des résultats de LVMH, Microsoft, sans problème, c'est un sans faute pour ces grandes capitalisations boursières, ces grands baromètres mondiaux. Qu'est-ce que vous attendez des entreprises qui sont alors peut-être moins bien valorisées, ça rejoint un peu l'idée de la value, mais qui sont surtout affectées conjoncturellement, cycliquement par la pandémie, qui ne sont pas forcément des histoires structurellement value. Vous disiez tout à l'heure, on a des bonnes surprises sur les marges, y compris pour des sociétés qui sont en difficulté aujourd'hui en raison de la pandémie. De ce côté-là, il y a des opportunités d'investissement pour vous, Nourane? Alors, bien évidemment, c'est-à-dire que là, on est vraiment plutôt sur une approche conjoncturelle et sur des valorisations qui sont liées effectivement à un environnement conjoncturel difficile. Pour ces sociétés-là, à partir du moment où en 2021, on a un scénario plutôt positif du côté de la croissance économique, il est intéressant d'aller chercher des sociétés cycliques pour jouer effectivement ce rattrapage économique. Maintenant, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les aides des États, elle a été particulièrement forte dans certains segments de marché, mais je dirais qu'on n'est pas sur des valeurs qui sont très cycliques, on est plutôt sur des valeurs de services de type hôtellerie et restauration. Et on a vu dans ce segment-là de marché, c'est très étonnant, des sociétés qui ont vu une baisse de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 15%, mais qui vont avoir une marge résiliente, voire une marge en progression sur l'année 2020. Mais ça, c'est vraiment lié, je disais, aux aides des États et on reste quand même sur des business models qui restent fragiles et qui ont été encore plus fragilisés par la crise actuelle. Ça veut dire que ce n'est pas un cœur de portefeuille, ça reste quand même un thème à jouer pour 2021, ce thème du cycle, de la réouverture des économies? Je pense que vous parliez de thème de portefeuille. Je pense que très clairement, il y a 3 approches pour gérer un fonds. Il y a une approche court-termiste, opportuniste, donc où on fait effectivement peut-être du trading de valorisation, ce qui, à mon avis, il ne faut absolument pas faire. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller jouer de manière trop rapide les secteurs juste pour une décote trop forte. Et par contre, il y a une approche qui est conjoncturelle et structurelle. Sur l'approche conjoncturelle, bien évidemment, aujourd'hui, on va avoir progressivement un rattrapage du cycle économique, ou en tout cas une croissance économique plus vigoureuse en 2021. Donc, il faut être présent sur ce type de valeurs-là. Et de manière structurelle, il faut être présent sur des valeurs qui profitent en fait des moteurs de croissance structurelle de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, je parlais tout à l'heure
c'est les consommations des classes moyennes émergentes, donc notamment asiatiques, l'innovation industrielle et technologique, et enfin toutes les préoccupations sociales liées au vieillissement de la population, qui est une réalité aujourd'hui. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier toute la transition énergétique, même s'il faut faire attention sur ce secteur-là et sur cette thématique-là. On revient sur la question de la valorisation quand même à un moment. On revient sur la question de la valorisation, notamment sur toutes les valeurs, sur les énergies renouvelables, etc. Mais les valeurs, les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est plus des valeurs, je dirais, à comparer aux valeurs bancaires, c'est-à-dire c'est des sociétés de financement à long terme qui profitent donc bien évidemment des taux de relance, mais des taux bas. Donc attention, parce qu'on reste quand même sur des business models qui peuvent paraître fragiles et qui ne sont pas à grande visibilité. Il y a d'autres manières de jouer peut-être ce thème des transitions énergétiques, écologiques, que les pure players des énergies renouvelables, vous dites? Bien sûr, ouais, d'accord. Bien sûr. C'est vrai que nous, on préfère être sur des valeurs industrielles, des valeurs chimiques qui sont adossées à des actifs réels, sur des business models qui du coup sont beaucoup plus visibles à long terme. Transition parfaite pour accueillir dans une seconde Roland Caloyan, le stratégiste responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Merci beaucoup Nourane d'avoir été avec nous en plateau. Nourane Charer, je le rappelle, directeur de la gestion de Mansartis.